Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo exceptionnelle, sensationnelle même, une nouvelle vidéo débat qui m'a été inspirée par les nombreux commentaires, merci à vous d'ailleurs, que vous m'avez laissé sur ma précédente vidéo débat, la question du fanservice dans One Piece, et donc je vous ai proposé un deuxième débat, vous aimez ça, moi j'aime bien les faire, et on est tous contents. Donc déjà, comme je vous l'ai dit, continuez à commenter, ça me donne des idées et ça nous permet de discuter. Surtout, c'est l'intérêt des vidéos débats. Et je réponds presque à tous les commentaires. Je les lis tous, mais des fois je trouve pas de réponse, du coup je réponds pas. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, on est là pour parler de la mort dans One Piece. Alors déjà, il convient de définir la mort. Enfin, définir, je vais pas vous lire une définition de la mort, ça n'aurait aucun sens, mais plutôt de la catégoriser. J'ai essayé de faire plusieurs catégories de comment la mort est représentée dans le shonen Neketsu ou même dans le shonen en général. Je suis resté fermé sur le shonen parce que c'est plus simple pour moi et surtout c'est plus explicite et parler de tout le reste des œuvres qui existent, ça je pense ça ne servirait à rien. Donc déjà il y a la mort que j'ai appelée entre guillemets réaliste. C'est celle qui paraît le plus logique à représenter. C'est celle qu'on retrouve en général dans les slice of life scolaires ou je sais pas. En gros, c'est la mort comme nous on la vit. Elle arrive aléatoirement. L'intensité dramatique vient plus des réactions des personnages que du fait lui-même en gros. Parce que c'est souvent des causes accidentelles ou maladies ou voilà. On la retrouve aussi par exemple dans d'autres récits, des récits plus fantastiques, comme Full Metal Alchemist, on a tous en tête une certaine mort qui arrive brusquement et qui est un élément réellement important dans tout le manga. Comme je l'ai dit souvent, vu que c'est assez réaliste, c'est des événements rares mais puissants. Ensuite, il y a la mort entre guillemets encore une fois, second degré. Si vous voyez pas ce que je veux dire, on va prendre l'exemple le plus significatif de ça, c'est Dragon Ball. Dans Dragon Ball, les personnages peuvent mourir, mais il y a de multiples façons par lesquelles ils peuvent ressusciter. Du coup, forcément, la mort est moins impactante scénaristiquement. C'est plus ce qui se passe vis-à-vis de la mort qui est dangereux. Par exemple, quand Sangoku meurt contre Raditz avec Piccolo, la tension elle vient pas de la mort. La mort elle est là, certes Goku va mourir, mais on sait déjà qu'il y a les Dragon Ball qui peuvent ressusciter, et on sait que la mort, on connaît à peu près la mort, vu qu'on a déjà vu le grand-père de Sangoku, Sangohan, revenir sur Terre, avec une auréole et tout. Donc la tension elle vient pas de là, la tension elle vient qu'il y a des ennemis puissants, Vegeta et Nappa, qui arrivent. J'espère que je me suis fait comprendre. Ensuite, il y a ce que j'appelle la mort exagérée. Exagérée d'une part, il y a deux exagérations qui sont, on va dire, possibles. Il y a déjà par la forme, en mettant des effusions de sang, des démembrements, des écartèlements, je sais pas, plein de trucs dégueulasses quoi. On retrouve ça par exemple dans Hokuto no Ken, quoique dans Hokuto no Ken, c'est assez nuancé, on va le voir après. Et aussi exagéré dans sa fréquence et dans sa gravité. Par exemple, dans l'Attaque des Titans, le contexte du manga justifie que toutes les 20 pages, il y a une escadrille de 500 personnes qui meurent déchiquetées. C'est le contexte. Quoique, j'aurais quelques réserves sur ce type, entre guillemets, de mort, c'est que des fois, c'est un moyen de facilité pour créer de la tension. Ça peut être décrédibilisé quand ça arrive trop souvent. Et aussi, ça empêche le développement de certains personnages. C'est peut-être un moyen de facilité d'éviter ce développement, tout en créant de la tension. Et enfin, il y a la mort qui est celle qui est entre guillemets utilisée par Eiichiro Oda, mais on verra que c'est plus compliqué. C'est comment on l'appelle celle-là ? En fait, j'ai pas d'idée de nom, mais on va dire la mort avec parcimonie. C'est la mort qui arrive au point culminant de l'action. Au point le plus haut, c'est la mort qui est entre guillemets, pour qu'elle soit le plus impactante, aussi qu'elle soit la plus sublime, on va dire,
elle arrive qu'au moment le plus intense. En exemple, j'ai toute la première partie du manga de One Piece, les 60 premiers tomes. Si vous lisez bien entre les lignes, tout est construit, tout est logique en fait par rapport à Marineford. Marineford, ça arrive pas comme ça d'un bloc. Il y a depuis le tome 15-20, tout est fait pour que Marineford arrive. Vous le verrez dans le sous-texte et aussi dans les mini-aventures. La majorité des mini-aventures. Et le point, quand on arrive justement au point culminant de Marineford, on a, petit spoilers, attention, la mort de deux personnages extrêmement importants, Ace, le frère de Luffy, et Barbe Blanche, un empereur, l'homme le plus fort du monde, ce que vous voulez. Et les morts sont d'une part, ont un gros impact sur le lecteur, vu que c'est surprenant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de morts dans le manga. Même si vous regardez bien, avant ces deux morts-là, si on enlève les flashbacks, mais je vais revenir après, il n'y a pas de mort, du coup, forcément ça surprend beaucoup plus. Et surtout, comme je l'ai dit, ça arrive au point maximal de la tension, et c'est souvent un élément de résolution. C'est la même chose dans Hokuto no Ken. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a la mort exagérée, mais il y a aussi cette mort-là. Et cette mort-là, elle touche les grands personnages. Je vais pas spoiler Hokuto no Ken, mais elle touche les personnages les plus importants, ceux qu'on suit. Elle touche pas les brigands. Les brigands, Kenshiro, il en tue à tir larigot et on s'en fout. Mais quand ça touche les personnages qu'on suit, et bah forcément, ça a un impact sur nous. D'autant plus que le fait que les personnages qu'on suit soient extrêmement forts, leur mort, ça nous paraît impensable presque. Donc voilà comment Oda conçoit la mort comme un grand final en fait. Mais il a, dans les flashbacks de One Piece, on trouve presque dans tous les flashbacks des personnages qui meurent. Pourquoi se limiter aux flashbacks? Déjà, ça permet de créer des moments entre guillemets dédiés à des moments touchants. Flashback, on sait qu'il va se passer quelque chose de pas cool, donc ça un petit peu en parallèle avec le présent où les personnages ne meurent pas. C'est parce que la mort entre guillemets est privatrice d'espoir. Donc si elle est dans le passé, c'est moins important pour l'avenir que si elle est dans le présent. Si on veut. Pour essayer de m'exprimer plus clairement, le fait de la mettre uniquement dans le passé, pardon, déjà c'est un effet, comme je l'ai dit, le fait de ne pas la mettre dans le présent, ça permet de faire quelque chose qu'Oda adore, c'est de ramener les anciens personnages, ce qui est toujours intéressant dans une histoire, de ramener d'anciens personnages qui ont évolué en parallèle, tout ça, mais ça permet aussi de dérouler dans son manga vers l'avenir. Si vous lisez les tomes de One Piece, vous savez que Oda n'aime pas employer la mort parce que sa grand-mère lui a dit que c'est mauvais pour l'avenir. C'est pas bon d'en parler pour le futur. Et je pense que ça l'a consciemment ou inconsciemment affecté, et que donc il a mis tous les morts dans le passé des personnages. Et autre chose que ça permet de développer leur background. Parce que par exemple, imaginez si... j'ai essayé de prendre un des premiers flashbacks de One Piece. Imaginez si Kuina était morte au présent. Ça aurait forcément... ça aurait eu un impact sur Zoro, évidemment. Mais dans sa construction de personnage, ça aurait été peut-être moins important. Je sais pas. Justement, dites votre avis dans les commentaires. Et voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, un problème qu'entraîne le fait de ne pas tuer des personnages, c'est un petit peu contradictoire avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais vous allez comprendre, c'est que on s'attend à ce qu'il ne meure pas. On s'attend à ce qu'il ne meure pas. Si vous regardez bien dans chaque arc, à chaque fois, il y a un personnage, on pense qu'il est mort. Il y a Pell dans l'arc Alabasta, il y a Pagaya dans l'arc comment il s'appelle, dans l'arc dans le ciel Skypea, pardon. Excusez-moi. Bref, dans chaque arc,
il y a une tension qui est mise sur un personnage qui va mourir, sauf que vu qu'on a conscience du fait que l'auteur, bah, il tue pas ses personnages, ça peut réduire une situation. Et si je dis ça, c'est par exemple, bah, maintenant, je l'ai écrit 20 000 fois, mais la mort de Pell. Pell, le faucon de la garde du royaume d'Alabasta. C'est peut-être la seule non-mort qui me gêne pas. Bonclay, avec du recul, peut-être. Mais Pell, franchement, c'est un peu tiré de... Enfin, on voit qu'Oda, il s'est dit, ah mince, je l'ai tué, mais j'aimais bien, je voulais le développer, lui. Ah, est-ce que je le ramène? Ah, le fruit du faucon, c'était pas mal. Et c'est dommage parce que, d'autant plus que, enfin, son retour, il est caché dans une case pour faire une espèce de cliffhanger, mais ça marche pas. Sa mort a été sublime, la réaction de Shaka à sa mort a été sublime, la réaction de Vivi, la réaction Ibaram, je crois. Igaram qui lui aussi était censé être mort, mais lui est revenu. Là encore, c'était pas aussi fort. La mort de Pell, enfin, c'était trop beau comme mort. Et le fait de le faire revenir, bah ça casse tout. Quand je relis, bah je vois pas un mec qui se sacrifie pour son pays. Ensuite, il y avait un super flashback avec Vivi et tout ça. Enfin, ça réduit le moment. Mais Oda est en train de nous montrer qu'il veut rendre le nouveau monde un peu plus dramatique. Dramatique pourquoi? Comme je vous l'ai dit dans l'autre débat, je vous invite une nouvelle fois si vous l'avez pas vu à le regarder, c'est que il commence à y avoir des morts. Quand je dis des, c'est vite dit, hein. Il y en a eu, surtout eu deux au moment où j'en suis. C'est la mort de Vergo et de Monet. Et ces morts étaient intéressantes parce qu'elles participaient à la construction du personnage de Doflamingo, qui est l'antagoniste de l'arc suivant. Et qui est d'ailleurs le premier antagoniste avec un background aussi développé. Donc voilà, je sais pas ce qu'on nous réserve encore comme mort, je sais pas s'il va y en avoir d'autres, comment elles vont se faire, s'il va être dans la mort brutale, tout ça, ou s'il va essayer de faire des trucs un petit peu plus romancés, comme la mort de... Par exemple, la mort de Ultia dans Fairy Tail. Je sais pas si vous lisez Fairy Tail, mais il y avait Ultia qui était mort. Et en fait, elle était pas vraiment morte, elle était juste vieille, ou son corps avait été transféré, ou je sais plus quoi. Et c'est intéressant. C'est de la non-mort, mais entre guillemets, scénaristiquement parlant, ça a le même effet. Donc voilà. J'espère que je suis pas trop emmêlé les pinceaux. C'est une vidéo, comme d'habitude, première prise que je fais. J'écris pas mes textes. C'est quelque chose que je vais devoir travailler tôt ou tard. Parce que je pourrais pas m'en sortir indéfiniment comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous retrouve donc pour une prochaine vidéo. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais voilà. Salut, n'hésitez pas à commenter et à donner vos idées de débat.